Willkommen et bienvenue, welcome dans un nouveau point lecture. Chin chin. Regardez, ma tasse se fond totalement dans la chemise. On y voit que du feu. C'est un café parce que je filme cette vidéo avant d'aller au travail. Je me dis, car ça fait plusieurs vidéos là que je vous dis que je filme en rentrant du travail et du coup, j'ai la tête comme une enclume. Puis là en ce moment je commence à 10 h et je quitte à 19 h. Donc je ne peux pas filmer à 19 h, enfin il fait noir, il faut allumer la lumière, tout ça, j'ai la flemme. Donc j'essaye de filmer ce matin. J'ai 12 lectures au total à vous présenter en point lecture, donc je ne vais en faire que 6 aujourd'hui, puis je tournerai peut-être demain matin une autre vidéo pour la semaine prochaine. En règle générale, j'ai plutôt apprécié ces 6 lectures. Petit aparté, je me faisais cette réflexion dernièrement, j'ai très peu de déceptions dans les livres que je m'achète ou que je choisis vraiment... En fait là je me disais les dernières déceptions, enfin en tout cas les plus grosses déceptions, même si en soi ça va, hein, j'ai pas eu de gros romans que j'ai détestés, c'était les livres du prix des lecteurs, c'est ceux-là qui m'ont le moins plu, mais bon d'un autre côté j'y peux rien, c'est pas moi qui choisis. Le livre de poche n'a pas forcément les bons goûts. Et sinon bah là j'ai eu un service presse, mais c'est parce qu'en fait je voulais découvrir l'auteur, je connaissais pas du tout et donc bah voilà, ça l'a pas fait. Après, sinon, ouais, je commence à... Enfin, je commence. Il serait temps après 26 ans. Mais j'ai quand même l'impression qu'instinctivement, j'arrive à reconnaître une lecture qui me plaira ou d'une qui ne me plaira pas en fonction des avis que j'ai pu entendre ou en tout cas, rien qu'avec parfois la couverture ou les 3-4 premières pages. C'est vrai que dès les, je sais pas, 30 premières pages, j'arrive à savoir, à déceler si je vais adhérer ou si je ne vais pas adhérer au roman. Donc ça c'est plutôt cool et ça permet de passer que des bons moments de lecture et du coup c'est pour ça que ma pile à lire me fait très envie parce qu'au fur et à mesure je fais des tris et j'élimine ce qui ne me plaît pas. On va commencer sans plus tarder les petites reviews, je vais essayer d'être assez clair, net, précis, concis pour que vous puissiez regarder cette vidéo assez rapidement. En premier j'ai lu Pollution de Tom Conan publié chez Albin Michel au mois de février. Pollution c'est le deuxième roman de Tom Conan, son premier roman était Radical qui est publié il y a 2 ans je crois. Il n'y a pas la date. C'était un roman assez social, en tout cas sur 2 homosexuels qui se rencontrent et qui se rendent compte qu'ils ont des convictions politiques totalement divergentes. Un vote à l'extrême gauche, l'autre vote à l'extrême droite et apparemment ils essayent de vivre ensemble, je sais pas, ou en tout cas, j'ai pas lu le bouquin, je peux pas en dire plus. Là il n'est pas question de politique à proprement parler, quoique si quand même. En fait on va être avec David qui est un jeune diplômé parisien qui a vécu le premier confinement à Paris, qu'il l'a plutôt mal vécu, il est chômeur, il fait pas grand chose de sa vie et du coup il se lance dans le woofing. Le woofing c'est aller dans une petite ferme à la campagne, à la province et aider l'agriculteur à travailler dans la ferme et en échange de ça ils sont pas payés mais ils sont logés, nourris, blanchis. Donc du coup David va dans une petite ferme dans le Cotentin avec une autre nana qui s'appelle pas Iris, je crois. Iris, une addict des réseaux sociaux, bah purée. Ma mémoire s'améliore de jour en jour car j'arrive souvent à me rappeler des prénoms qu'avant j'oubliais tout le temps. Donc du coup, il retrouve Iris qui, elle, est une jeune passionnée de réseaux sociaux. Elle veut ouvrir sa chaîne YouTube, elle a un compte Instagram, elle veut être un peu, vous savez, genre comme Hugo Décrypte ou Brut, faire des reportages un peu coup de poing sur YouTube, tout ça. Et donc elle se dit que d'aller dans une ferme pour montrer son quotidien de fermière, d'agricultrice, ça pourrait lui faire des vues et des likes. Et il retrouve sur place Alex, qui est le fils de l'agriculteur qui les accueille en woofing. Et l'agriculteur, pour une raison X, ne peut pas assurer le woofing avec ces 2 jeunes parisiens. Donc du coup, ça va être le fils qui va tenir la ferme et qui va être avec eux. Donc c'est un petit trio qui se retrouve enfermé dans cette ferme au temps du confinement à côté de Cherbourg. Et il va y avoir en fait de plus en plus au fil du roman des troubles dans les animaux, des troubles dans la nature, un peu un désastre écologique qui se met en place. Et tous ces 3 personnages vont donc un peu comme des lanceurs d'alerte commencer à enquêter sur pourquoi les vaches tombent malades, pourquoi la nature, enfin les plantes fanent plus rapidement dans les alentours, pourquoi la terre est moins fertile. Voilà, c'est une espèce d'enquête sur la pollution, sur l'écologie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'était toutes les prises de position de l'auteur sur l'écologie, sur les politiques de gouvernance pour ce qui est de la résolution de la crise sanitaire, pour ce qui est des décisions écologiques prises par les gouvernements. Ce que j'ai beaucoup moins aimé, en fait, c'est l'intrigue générale et les personnages. Les 3 personnages étaient quand même assez caricaturaux. La jeune Iris qui est censée représenter l'addict aux réseaux sociaux, elle le faisait mais genre vraiment c'était trop, ça paraissait pas vrai. Pareil le jeune David, chômeur, désabusé qui va dans le Cotentin, il était un peu trop dans ce délire de je m'efface, je laisse ma place, je suis un peu mou, je suis un peu mollasson, enfin voilà. Tout était trop gros dans les personnages.
ça se voulait sérieux, mais en fait, ce côté un peu décalé de la réalité, retiré de la sériosité au roman, c'est ça qui m'a dérangé. Et la fin, j'ai pas du tout aimé. La fin, on est dans une anticipation, ça se passe en 2023. Le Covid continue, il y a de plus en plus de désastres, etc. Ça ressemblait vraiment à un film d'anticipation, un peu bas de gamme, genre 2012, vous voyez, c'est la fin de la planète, tout s'écroule, etc. C'était encore une fois trop gros, voilà. Donc c'est dommage parce que j'ai beaucoup aimé ces idées, mais j'ai très peu aimé l'écriture que j'ai parfois trouvé brouillonne et la construction qui m'a laissé un sentiment de faux et de... Ouais, déjà vu. Donc bon, dommage. J'aurais tenté Tom Conan. Je disais que j'avais quand même envie d'essayer de lire son premier roman, mais je sais pas maintenant, parce que j'ai pas envie de... Pareil, c'est quand même des... Enfin non, 300 pages, c'est 350 pages. C'est pas non plus énorme, mais bon, ça prend son temps à lire et j'ai pas envie de m'embrouiller avec des trucs qui ne me plaisent pas forcément. Ensuite, j'ai lu Andrea de dos de Michel Julien aux éditions Verdier. Alors dans Andrea de dos, on va suivre deux sœurs. Alors là, je sais plus leur nom parce que ce sont des noms Andrea et Esia. Bah oui, tout simplement, c'est le titre du bouquin. Andrea et Esia qui habitent au Brésil. Le roman se passe au Brésil. On nous parle d'Amérique du Sud. J'ai fait quelques recherches parce que en fait, il y a des lieux qui sont cités, mais on ne dit jamais dans quel pays ça se trouve. C'est quelque chose qui se passe au Brésil, qui vont participer à un grand pèlerinage qui s'appelle... D'ailleurs, pareil, il n'y a pas le nom qui est cité. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué, car on est un peu hors du temps dans ce roman. Il y a peu de repères chronologiques et spatiaux, enfin, de repères spatio-temporels. Et donc, j'ai dû faire pas mal de recherches à côté pour savoir où est-ce que ça se situait, si c'était vrai, parce que parfois, on ne sait pas si c'est vrai vraiment ou s'il y a une part de fiction. Michel Julien est un Français qui a vécu plusieurs années, je crois une trentaine d'années de sa vie au Brésil, donc c'est un pays qu'il connaît très bien. Et là, ça se passe en Amazonie, donc au nord-est du Brésil, je crois, enfin au nord du Brésil en tout cas, et c'est une région qu'il connaît. Et il y a un grand pèlerinage qui se fait tous les ans pour une vierge, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est dans la ville de Brième il me semble, une flopée, mais c'est apparemment un truc immense, des milliers voire des millions de personnes se rejoignent pour faire ce pèlerinage et tiennent une corde, comme sur cette photo, pour arriver jusqu'au saint lieu du pèlerinage et déposer leurs vœux au pied de la Vierge. Et donc nous on va suivre Andrea et Esia, qui, en fait, leurs parents ne peuvent plus faire le pèlerinage, des gens de leur village ne peuvent plus le faire, donc toutes ces personnes, au début du roman, confient leurs vœux et leurs prières à Andrea et Esia, qui sont deux jeunes femmes, et elles accrochent autour de leur cou sur un collier des petits baluchons avec le vœu écrit sur un bout de papier, et en fait, le but est d'emmener ce petit baluchon avec le vœu jusqu'au bout du pèlerinage. Donc en fait, elles vont vraiment incarner toutes ces prières du village, et en ça, j'ai trouvé très très beau, et pareil, l'écriture est magnifique. C'est très très compliqué parfois à suivre et à comprendre parce que l'auteur utilise des tournures de phrases très chantournées, tourneboulées. J'avais mis des petits post-it parce que je trouvais ça magnifique la façon dont il parlait des femmes. Ésiane Orange porte une féminité inaperçue qu'elle se connaît pourtant. Ensevelie quelque part dans son opulence, une féminité repliée qu'aucun garçon n'aurait l'idée d'aller sonder. Alors elle cède, se façonne une silhouette, décentre son type. Elle cherche à imiter l'ampleur altière de sa sœur, peine perdue. Elle est voûtée, on la voit toujours les épaules en avant comme une coiffure manquée mais préférable. C'est toujours comme ça, en fait, d'un simple mot, il arrive à découler trois phrases très très belles, presque versifiées. Je trouve ça magnifique. Après, ça m'étonne pas parce que le premier roman que j'avais lu de chez Verdier, c'était un roman en vers libre. Et là, on retrouve cette poésie dans les mots de Michel Julien. C'est empreint d'humanité, on va suivre, je vous dis, ces deux femmes tout au long de leur périple. En même temps, il nous explique un peu, il y a un petit côté conte dans l'histoire parce qu'on nous explique comment on en est venu à faire ce pèlerinage, quelle est l'histoire à la base, qui a eu une vision de la Sainte Vierge à cet endroit-là des siècles passés. J'ai trouvé ça vraiment très touchant, très très beau. C'est à mon avis un roman à lire d'une traite, il fait que 116 pages et il faut vraiment s'empreindre de cette magie parce qu'on est entouré de milliers de personnes. On suit Esia et Andrea et moi je ressentais la foule tellement. Cette plume, je vous dis, presque magique et très descriptif par moment, mais je vous toujours avec ses mots, avec sa façon d'écrire. Voilà, j'ai retrouvé un peu du Laurent Mauvigné, j'ai retrouvé ce que j'aime dans la littérature et j'avais l'impression d'être vraiment dans une foule à tel point que quand j'ai reposé le livre, j'ai comme senti un silence autour de moi tellement j'étais imprégné de ces deux personnages et j'étais ces deux personnages au milieu de tous ces gens qui prient parce que vous voyez c'est une foule physique mais c'est aussi une foule un peu mentale et comment dire, psychique parce qu'on entend les prières des gens, on entend leurs vœux, leur volonté d'arriver au bout de ce pèlerinage sans lâcher cette corde et en même temps il y a toutes ces histoires de superstition et c'était vraiment très très beau et très magnifique.
Voilà, je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'ai présenté maintenant, parce qu'en général je les mets dans l'ordre de préférence. Mais j'ai aimé tous les romans que j'ai lus après, donc voilà. Michel Julien, Andrea Dedo, à mon avis ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense avoir été assez clair dans ce qu'il m'a plu dans ce roman. Ensuite, alors là je l'ai mis, je vous l'ai déjà présenté, je vais pas en dire grand chose. Parler d'amour dans la langue de Molière, illustré par Pierre Lemaître. C'est une collection des éditions de l'Aube qui s'appelle Les Petits Illustrés, je crois, où ces petits ouvrages carrés reprennent des phrases, des citations célèbres et ils sont mis en dessin par des illustrateurs. Donc là, on a toutes les phrases de Molière, tous les vers de Molière qui ont sujet à l'amour et qui sont rangés selon diverses catégories. Donc, je suis amoureux, en amour comme en guerre, quand deux cœurs s'aiment bien, si vous me réduisez au désespoir, il est bien difficile enfin d'être fidèle. Donc voilà, il y a la question de la fidélité, de l'amour réciproque, non réciproque. On retrouve des phrases de Molière que je ne connaissais pas forcément parce que je n'ai pas lu tout Molière. J'ai trouvé que cette simplicité dans les dessins allait très bien avec les textes de Molière qui eux ne le sont pas forcément simples. C'est du vers, c'est du vieux français, c'est éloquent, c'est théâtral. Et là avec juste 3-4 traits, on arrive à voir la simplicité des mots de Molière à travers des phrases parfois grandiloquentes. Donc j'ai trouvé que c'était très très bien. C'est sûr qu'une phrase, surtout dans le théâtre, prise hors contexte, a souvent pas la même force et la même saveur que quand on l'entend déclamer sur scène, mais pour autant, avec Molière, ça marche, je trouve, en tout cas, ça a fonctionné avec moi, et j'ai retrouvé ces déclarations d'amour parfois très fortes que les personnages au théâtre peuvent faire, et que seuls eux peuvent faire d'ailleurs. Ensuite, toujours chez Albin Michel, j'ai lu Quand la guerre cessera de Louise Pasteau, pardon. Dans ce roman, on va suivre une héroïne qui n'est pas nommée, jamais, on ne donne pas son prénom, et ça permet je sais pas comment dire, mais d'installer un petit mystère qui n'en est pas un finalement, parce que bon, c'est pas ce qui est le plus important, mais très vite, moi du coup, je lui ai donné un prénom, je l'ai renommé dans ma tête, et du coup, elle m'a accompagné, mais c'est pas le cœur du roman. Donc cette jeune femme est orpheline, et elle est élevée par sa grand-mère, donc au moment de la mort de ses parents, elle quitte Paris parce que ses parents habitaient Paris, et elle va vivre chez sa grand-mère, je ne sais plus où, je pense que c'est dans le Jura, ou en tout cas à la campagne montagne. Et tout le long de son enfance, sa grand-mère est très gentille avec elle, mais très dure, très stricte, très sévère, un peu vieille France, avec des idées préconçues, mais jamais méchante volontairement envers sa petite fille. Elle l'élève du mieux qu'elle peut seule, parce que sa grand-mère vit seule également. Mais cette jeune héroïne n'a qu'une envie, c'est de retrouver Paris. Elle a une envie de Paris folle, et dès ses 19 ans, elle quitte le Jura, elle quitte sa grand-mère, et elle va vivre à Paris. Elle se retrouve très vite seule à Paris, sans personne. Arrivée à Paris, elle trouve directement une colocation avec Franck et Martin, qui sont deux jeunes hommes plus vieux qu'elle, mais qui l'accueillent et sans forcément d'avoir d'idées derrière la tête. Un des deux est musicien, il joue du piano, et l'autre, je me rappelle plus, je crois qu'il travaille dans la banque, en tout cas il a un métier très terre-à-terre, 9 to 5, vous voyez le truc un peu genre chiant-lit. Et en fait, il se passe pas grand-chose dans le roman, à part suivre la vie de cette héroïne à travers Paris, ses déboires, son travail. Elle va travailler dans une galerie d'art contemporain pour un jeune galeriste qui est pareil lui aussi très anti-internet, anti-tout ça, un peu vieille France, et elle va essayer de participer à la communication et au développement de cette galerie. Elle va vivre une vie, mais c'est pas non plus la vie, je vous dis, parisienne, un peu bobo, chiante, qu'on peut voir dans des romans parfois. Une vie un peu hors du temps. Moi, ce que j'ai retrouvé là-dedans, c'est que j'avais l'impression de regarder un film, parce que un film de la Nouvelle Vague où il se passe pas grand-chose, où on suit des personnages qui vivent dans Paris, qui vivent leur histoire d'amour. Alors quand elle est avec Franck et Martin, c'est un peu Jules et Jim, ce triangle amoureux, mais qui n'est pas bancal, qui n'est pas déséquilibré. Toutes les relations sont plutôt saines et bienveillantes. Elle va se faire une petite cour d'amis, elle va se découvrir des affinités avec certaines personnes et des inimitiés avec d'autres, et on la suit avec bienveillance jusqu'au jour où elle va tomber enceinte, et donc du coup très vite on va pareil chercher peut-être à savoir qui est le père, comment elle est tombée enceinte, est-ce qu'elle veut garder cet enfant. Ce sont des carnets qui sont écrits, je crois qu'il y a 8 carnets qui représentent des grands moments de sa vie, des grands passages. Et on est un peu dans l'écriture parce qu'on ne sait pas si c'est le personnage principal qui raconte son histoire ou l'autrice. Alors je pense pas que ce soit de l'autofiction du tout, mais il y a quand même cette petite ambivalence dans l'écriture qui moi me plaît toujours autant. C'est assez perturbant. Quand on la voit déambuler dans les rues de Paris, moi je voyais les films d'Agnès Varda qui filment si bien Paris, la rue Daguerre avec les daguerréotypes, Cléo de 5 à 7 qui pendant 2 heures erre dans Paris et rencontre des gens, des musiciens notamment, comme Martin qui est musicien avec elle dans la colocation.
d'interrogation. C'est très sensoriel, c'est très visuel, on est tout le temps avec l'héroïne, sinon on est l'héroïne presque parfois, je vous dis, j'avais presque l'impression d'être elle, d'être dans sa peau et vivre les mêmes histoires qu'elle. C'est toujours très beau, les phrases sont parfois très brutes, très percutantes, vous voyez, des mots balancés, des phrases non verbales, c'est une écriture très fraîche, très contemporaine, très poétique, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, je sais pas trop quoi vous en dire parce qu'il n'y a pas forcément une intrigue si ce n'est cette histoire d'enfants sans père, en tout cas d'enfants dont on ne sait pas qui est le père. Il y a quelques drames, c'est très beau et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Et pourtant je n'ai mis qu'un petit post-it, bizarrement. C'est parce que tout le roman m'a plu, donc je ne savais pas en mettre plus. C'est fou parce que, vous voyez, par exemple, le premier roman Pollution de Tom Conan, je l'ai vraiment peu aimé sur plein de points, et du coup j'ai réussi à en parler, parce que je vois le temps que je passe sur chaque livre. J'ai réussi à en parler presque 5 minutes, et celui-ci que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu juste après, donc c'est pas une question de temps, de mémoire ou quoi que ce soit, parce que je les ai lus les deux d'affilée, j'arrive pas à en parler, j'ai très peu de mots, je sais pas vraiment m'exprimer. C'est la mémoire et le cerveau humain, c'est fascinant. Ça me frustre d'autant plus parce que le premier, j'ai pas envie que vous l'achetiez, j'ai pas envie que vous le lisiez, mais pourtant j'arrive à en parler. Et le second, Quand la guerre cessera, j'aimerais bien que des gens le découvrent parce que c'est quand même un roman assez original et qu'on voit pas forcément partout. En plus, c'est un premier roman de l'autrice. Et j'arrive pas à en parler et j'arrive pas à le décrire comme je l'aimerais. Un autre roman que je ne vais pas réussir à parler, c'est un recueil de nouvelles, des nouvelles de la taïga, anthologie des écrivains yakoutes du XXe siècle, et c'est dans la maison d'édition Borealia. Je dis que j'arriverai pas à en parler parce que je ne sais toujours pas parler des recueils de nouvelles, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas s'il faut que je m'arrête sur une nouvelle en particulier, s'il faut que je parle dans sa globalité, mais là c'est très compliqué parce que les nouvelles ne datent pas toutes de la même époque, donc si ce n'est le repère spatial, il n'y a rien d'autre qui rejoint les nouvelles, ou très peu de choses en tout cas, et la culture yakoute. Ce sont donc 10 nouvelles de la taïga, qui est le nord-est de la Russie, avec la Sibérie, la Yakoussie, je crois que c'est même un royaume. C'est là où il fait le plus froid au monde. Il y a une vidéo sur YouTube, je sais plus comment ça s'appelle, la ville la plus froide du monde. C'est un reportage, je crois que c'est Brut, ou Hugo Clément. Non, ça doit être Hugo Clément. Peut-être pour Brut, je sais plus, mais qui passe plusieurs jours dans cette ville la plus froide du monde, et je l'ai regardé du coup juste après avoir lu le bouquin. Il y a plusieurs époques, parce qu'il y en a qui sont presque très proches du conte et oui c'est ça, du conte, de la croyance, de la superstition, d'autres qui sont bien plus contemporaines avec des personnages de nos temps en 2000. C'était très immersif, j'ai adoré cette lecture, je connais très peu cette région, je connais très peu cette culture, voire pas du tout. C'est assez didactique parce qu'il y a beaucoup de notes de bas de page mais qui n'alourdissent pas le texte, qui nous permettent juste de contextualiser et de savoir de quoi on parle parfois, parce que je vous dis, c'est des régions qu'à mon avis en France très peu de personnes connaissent et savent appréhender, donc les notes de bas de page sont les bienvenues. J'avais froid quand je lisais le roman, j'avais mon imagination qui était débordante parce qu'il y a par exemple une imagination avec un pêcheur qui pêche dans un lac et qui voit l'esprit du lac, parce que c'est des croyances qui sont très portées sur les esprits de la nature, les grands, voilà, ces grands génies de la forêt, des lacs, de la neige, etc. Et pareil, on les voit, on les visualise, on les sent, on s'imprègne de cette culture et de ces croyances qui... voilà, il y a une carte pour la Russie. Voilà, il y a une carte, là c'est la carte de la Russie, et c'est la région grisée, qui est la Yakoussie. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, je connaissais pas du tout la maison d'édition Borealia. C'est une maison d'édition qui n'est pas centrée sur la Yakoussie, la taïga, mais sur toute cette zone du monde, en tout cas, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. C'est pas le Moyen-Orient, mais vous voyez, la Mongolie, tout ça, et je crois qu'il y a un recueil de nouvelles sur la Mongolie, et j'ai très envie de le lire parce que voilà, c'est un appel au voyage, un appel à la découverte, à ouvrir sa culture, ouvrir ce qu'on croit, ce qu'on connaît à d'autres cultures qui sont radicalement différentes, rien que par le critère de la météo. Ces gens doivent vivre totalement différemment de nous et c'est toujours sympa de voir comment ils évoluent. Nous, on est dans un pays qui est largement monothéiste, donc j'imagine que bon nombre de nos décisions et de nos façons de vivre sont régies par cette culture monothéiste, même si nous ne le sommes pas forcément, si on est athée ou quoi que ce soit. Et là, on est dans une région qui croit à plein d'autres choses et aux esprits, à la croyance. Donc, leur façon de vivre, d'appréhender le monde, la rencontre avec autrui, etc. est radicalement différente de la nôtre. Et j'adore ça, j'adore découvrir comment on peut penser autrement, comment on peut penser hors du cadre de nous, Français, Européens, Occidentaux. C'est parfait, j'ai adoré et je vous recommande chaudement d'aller voir le catalogue de Borealia car il propose plein de choses
Il y a des illustrés pour les enfants, il y a des recueils de nouvelles, il y a des romans. Moi j'ai un roman de cette maison d'édition écrit par un auteur yakoute. Et pareil, oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'avant chaque nouvelle, on a une très courte biographie, je crois qu'il y en a une dizaine, donc très courte biographie de l'auteur yakoute. Et donc j'ai découvert qu'il y avait des grands auteurs qui étaient même lus à l'école, surtout dans ces régions, dans ces pays, hein, en Russie, mais que nous, on ne connaît absolument pas. Voilà, la culture russe n'est peut-être pas ce qui arrive le plus vers nous. Elle aura peut-être encore plus de mal d'ailleurs à arriver vers nous d'ici quelques temps au vu de l'actualité. C'est toujours intéressant. Donc j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ce recueil de nouvelles. Et enfin, c'est le coup de cœur que je n'attendais pas du tout. Jean Giono, Regain. Le coup de cœur, je dirais même la découverte, la rencontre. J'ai vraiment eu l'impression de rencontrer Jean Giono en lisant ce bouquin. Je l'avais acheté en bouquinerie, vous voyez, hein, c'est vraiment l'édition qui paye pas de mine, bien vieille comme je les aime, un peu désuète, kitschou, tranches colorées, etc. Je l'avais pris parce que souvent quand j'en vois des classiques dans ces éditions-là avec cette tranche colorée, je les prends un peu de façon pavlovienne, hein, vous voyez, genre le réflexe, genre vieille édition, j'achète, je sais pas ce que c'est, là c'est un classique, et j'avais jamais lu Jean Giono, je me suis dit why not. On va être avec Panturle, qui est un vieux monsieur qui vit dans un village de Haute-Provence, dans une région très reculée. Alors ça se passe dans les années, je sais pas, 1900, début du siècle, peut-être en entre-deux-guerres, non je suis même pas sûr, avant la guerre. Région très reculée où les voitures ne vont pas, où on doit traverser les montagnes pour rentrer dans le village. Et il vit tout seul avec deux personnes dans ce village, une vieille femme qui a perdu son mari, qui a perdu son enfant, qui est veuve, donc et je sais pas comment on dit quand on perd son enfant, enfin en tout cas qui vit seul, et un vieux monsieur qui pareil est retraité, c'est un ancien, il construisait des charrues, alors je sais pas comment on dit, un charretier. Pardon, j'ai une poussière dans l'œil. C'est ça quand on sort des vieux bouquins qui sont tout poussiéreux. Bref, un vieux charretier, ce sont ces trois-là qui vivent dans le village reculé, qui cèdent les uns les autres, mais en fait du jour au lendemain, le vieux monsieur ne peut plus vivre seul avec son entreprise de charrue, donc il va vivre chez ses enfants. Et la vieille femme, qui est un peu folle parfois, décide de partir du village et d'aller à la ville pour chercher une femme, pardon, pour Panturle, parce qu'elle se dit Panturle, il est encore vivace, il peut encore faire des choses, et il vit seul, et moi je ne peux pas vivre avec lui parce que je suis veuve, je dois lui trouver une femme. Et donc elle s'en va, et Panturle se retrouve tout seul dans ce village qui est complètement mort, laissé à l'abandon. Les maisons sont vides, tombent en ruine, les champs ne produisent plus rien car plus personne n'est là pour travailler la terre. Et voilà, Panturle, il se retrouve comme un con. Et un jour il y a une espèce de caravane, hein, vous voyez, c'est vendeurs ambulants qui traversent les villages à ce temps-là, qui passent avec un homme et une femme, et la femme rencontre Panturle, et ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais d'un amour qui est un peu pudique, un peu gêné, parce que Panturle, je crois qu'il est vieux garçon, qu'il n'a jamais eu de femme, et cette femme, pareil, c'est une ancienne prostituée. En tout cas, elle travaillait dans un cabaret, elle se laissait, enfin, elle a une réputation de fille de joie qui vient de la ville et qui s'est retrouvée un peu embrigadée avec cette caravane ambulante à devoir aller en race campagne. Et ils se rencontrent l'un l'autre et ils tombent amoureux. Et c'est cette rencontre qui est, je vous dis d'abord, très pudique, qui va donner un souffle de vie, un regain de vie à Panturle et qui va faire que il va vouloir reconstruire le village. Il va vouloir que ce village revive, que les terres soient travaillées, qu'il y ait un souffle nouveau sur cette région de Haute-Provence. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette bienveillance de Jean Giono. Il écrit avec un amour de la campagne, un amour de cette région. C'est une région dans laquelle il a toujours vécu et qu'il connaît très bien. Donc il la décrit magnifiquement bien. Moi je connais très peu les Hautes-Provence et c'est vrai qu'on s'y croit. On voit les montagnes, on voit les champs, on voit les villages, on sent l'ambiance qui se dégage de ce paysage, et il est tellement bienveillant avec ces gens. C'est des gens qui ne sont pas forcément cultivés, c'est des gens qui n'ont pas forcément une vie très très intéressante, trépidante, et il arrive à donner une vie, une carcasse, une sensibilité à toute cette région et sa culture, à donner vie à ces personnages de façon très, je vous dis, bienveillante. Il n'y a jamais aucun jugement dans les mots de Jean Giono, et c'est cette beauté et cette douceur dans l'écriture qui, moi, m'a énormément plu. J'ai eu les larmes qui me sont venues à la fin quand j'ai dû quitter ces personnages, car ils étaient tellement gentils, tellement bons, sans être cucu, juste en étant vrais, en étant eux, parce que parfois ils sont bourrus, parfois ils gueulent, parfois ils sont énervés, parfois... voilà, on les sent vrais. C'est des personnages qui sont vrais, qui ont existé, qui existent. Non, ils existent peut-être plus, mais qui ont existé, que Jean Giono a rencontrés.
C'est des gens avec qui il a partagé des moments étant plus jeune, quand il a écrit ses romans, j'en suis sûr et certain, parce qu'on ne peut pas écrire des personnages aussi vrais sans les connaître et sans avoir passé du temps avec eux. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est cette imprégnation de la région, cette plongée dans les Alpes de Haute-Provence du XXe siècle, et cette douceur dans la description et dans l'écriture. Pour sûr, je vais poursuivre, je fais des belles phrases, cette découverte de l'auteur, cette découverte de ces mots et de cette région, parce qu'il écrit presque uniquement sur la Haute-Provence. C'est très beau, autant par les relations humaines que par les descriptions de la nature et l'évolution de la nature dans ce coin de France, et j'ai adoré Jean Giono, donc voilà. Si vous avez eu des mauvais souvenirs d'école avec Jean Giono, car vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, certains m'ont dit qu'ils avaient adoré, d'autres qu'ils avaient détesté, je n'ose pas vous dire d'essayer, de réessayer à relire Jean Giono. Je pense que si je l'avais lu au lycée, je n'aurais jamais eu l'intelligence et la finesse d'esprit pour déceler toute cette, je vous dis, cette bienveillance et ce non-jugement, cette véracité du propos. Et c'est pour ça que moi, de mon temps, on ne lisait plus Jean Giono au collège ou au lycée. Peut-être que les gens se sont rendus compte que c'est quelque chose qu'il faut lire avec un œil d'adulte. En tout cas, moi j'ai adoré, et je vous dis, réessayez, peut-être des plus courts. Si vous avez lu, j'ai acheté un Hussard sur le toit qui est beaucoup plus gros, hein, il fait presque le double si ce n'est le triple. Celui-là fait à peine 200 pages, 170 pages. Ça coûte rien de se replonger peut-être dans cette lecture. Cette vidéo est dorénavant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez tout de suite commenter. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Si ce n'est pas encore fait, qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? En attendant, je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.